Je m'appelle Hélène Vivion. Je suis à Diges, c'est un petit village de Bourgogne situé en Puisay-Forterre. Je fais de l'apiculture depuis 2005, puisqu'avant j'étais animatrice professionnelle, je dirigeais des centres de vacances et une école de cirque. Ce qui n'a rien du tout à voir avec nos petites abeilles. C'est quelque chose d'un peu particulier parce que je m'étais cassé le tendon d'Achille et j'ai été un peu bloquée chez moi pendant des mois et je regardais beaucoup Arte. Et donc j'ai vu une superbe émission sur les abeilles et ça m'a énormément plu. Et le soir, en rentrant, j'en ai parlé à mon mari qui m'a demandé pour son anniversaire une ruche. Et ça a commencé comme ça. Il avait sa ruche et moi je m'en occupais pas du tout. Et puis un jour, il est parti en formation, il m'a dit, écoute, c'est la récolte, je t'ai commandé une vareuse, tu vas faire la récolte. Voilà, j'ai mis mon nez dedans. Ah mais là, quand j'ai mis mon nez dedans, c'était fini. J'ai voulu en faire deux, j'ai voulu multiplier les choses, j'ai eu des rencontres, et puis ça s'est engrainé comme ça. Alors c'est vrai qu'au début, quand je me suis installée dans les années 2006, jusqu'à 2010, je faisais pratiquement 2 tonnes de miel. Donc j'arrivais à vendre du miel, mais aussi à vendre des produits transformés, puisque mon truc à moi, c'était surtout de faire du produit transformé. Ici, j'avais 4 floraisons. Ma floraison de printemps, sur le pissenlit, les fruitiers, les colzas et l'aubépine. Ensuite, je fais l'acacia. Enfin, elles font. Je leur pique l'acacia. Et ensuite le châtaignier, et puis parfois de la forêt, et puis aussi moi je les déplaçais en fin de saison, parce qu'ici il n'y avait plus rien à manger et elles mouraient de faim. Donc je les ai emmenés sur le tournesol, ça n'a pas marché, beaucoup de mortalité. Je les ai emmenés sur le sarrasin bien souvent, hein, c'était beaucoup mieux. Il y a 2 choses, il y a l'apiculteur amateur qui va se faire plaisir et essayer d'aider la nature, et puis il y a celui qui doit en vivre. Et même dans celui qui doit en vivre, on a plusieurs choses, parce qu'on a les gros qui sont très pressés, et puis moi par exemple qui suis toujours, même si j'en avais 150, je prenais mon temps. Mentalement, je leur parle, je me suis mise à leur vitesse. J'ai ralenti le rythme, parce que quand j'étais trop speed, elles s'énervaient. Et maintenant je peux être au milieu d'elles, sans que ça les dérange. J'essaye de venir aussi de moins en moins souvent, c'est-à-dire je viens que pour contrôler qu'il y a bien une reine, pour ne pas me retrouver avec une ruche orpheline, ça c'est embêtant, ça voudrait dire que c'est une ruche qui va mourir. Hein. Et puis sinon, je les embête le minimum. Ça les dérange, quoi. C'est comme si on rentrait dans notre maison, on ouvrait la porte de la chambre, on tirait la couette, allez c'est moi. Bah oui, voilà. Même si on est un peu intime, mes abeilles et moi, je ne me permets pas de les déranger jusque dans leur lit. Ma situation maintenant, c'est que depuis janvier, j'ai repris un travail parce que j'ai senti que mon entreprise allait couler. De moins en moins de miel. Et puis aussi, il faut dire que le sucré a mauvaise presse au niveau du gouvernement et donc au niveau des gens à l'heure actuelle, puisqu'on leur rabâche sans cesse « ne mangez pas sucré, ne mangez pas sucré, ne mangez pas sucré ». Alors là, ça y est, ils mangent plus sucré, mais sans discernement. Ils ne font pas le distinguo entre le bon et le mauvais. Ils ne font pas attention si c'est un sucre de betterave avec ce que pose comme problème le sucre de betterave et un sucre de canne non raffiné. Non, donc après c'est des amalgames comme toujours. On peut manger un petit bout de nougat si on fait ça par simonie, mais c'est pas un beefsteak, on n'en mange pas un tous les jours dans son assiette. Mais on a senti la descente, beaucoup. C'est parce que j'ai presque plus de miel et un combat pour garder mes abeilles vivantes qui fait qu'à un moment donné, l'année dernière j'ai fait une grosse déprime, j'avais 130 ruches, il m'en restait même pas 10. Donc à chaque fois, il faut que je refasse des essaims. À chaque fois, c'est une énergie que je donne. C'est beaucoup d'amour aussi parce que c'est quand tu élèves, quel que soit l'éleveur, tu donnes de toi, tu donnes du temps, mais de la passion. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Pour les voir mourir l'hiver d'après, je veux dire, c'est quelque chose. Je suis en boucle maintenant. J'arrive plus à monter. J'arrive qu'à tenir
tout petit cheptel, quoi. Je crois que cet endroit qui était magnifique, quand j'ai commencé, j'avais 10% de mortalité. C'était magique, franchement. Et bien, depuis 2009, c'est devenu un cauchemar pour moi. J'avais 210 ruches, j'en ai perdu 50%. Et ensuite, tous les ans, un peu plus. Maintenant, je suis de l'ordre de 85 à 90%, sauf si je les bouge d'ici. Chez moi, il y a énormément de maïs. Moi, j'incrimine le maïs, moi personnellement, et ça n'engage que moi. J'incrimine ce maïs. Puiser fort terre, pas besoin d'arroser, du maïs partout, à une période où il n'y a déjà pas beaucoup à manger. Autrefois, il y avait des trèfles, il y avait de la luzerne, il y avait du sainfoin. Maintenant, il y a du maïs, du maïs, du maïs. Et le maïs n'a même pas de quoi nourrir les abeilles en totalité puisqu'il n'y a pas de nectar dans le maïs. Elles ne vont que sur les pollens. Et avec les pollens, elles nourrissent les petites qui probablement naissent pas bien ou naissent pas du tout. Et puis de toute façon, ce qu'on constate, c'est octobre, novembre, des ruches pratiquement vides. Je ne veux plus avoir plein de ruches à élever et à accompagner dans la mort parce que moralement, c'est trop difficile. Je me mets un peu en stand-by parce que je ne pense pas que les gouvernements fassent vraiment ce qu'il faut par rapport aux pesticides sur les blés, par exemple. Il y a un réel souci, en tout cas ici, chez moi, sur les blés. Depuis quelque temps, j'ai une ruche sur 3 qui perd toutes ses butineuses, c'est-à-dire 40 000 abeilles d'un coup mortes qui reviennent à la ruche et qui sont mortes en pleine saison. Pourquoi? Parce qu'il y a des pucerons. La belle affaire. Avant, quand il y avait des pucerons, les abeilles troussaient les pucerons, faisaient du miel de blé et puis on n'en parlait plus. Mais maintenant, on leur apprend à mettre des pesticides, alors pesticides et les abeilles meurent. Ça dérange qui? Personne, les apiculteurs, ils sont si petits, 3% de 4% des agriculteurs, que qui s'en soucie des petites boîtes qui meurent toutes seules sans faire de bruit dans les champs. Le problème de l'abeille aussi, c'est qu'elle dit à ses copines de venir. Hein? Donc si elle meurt au bout de la deuxième, la troisième, la quatrième fois, elle a déjà fait pas mal de danses dans la ruche et elle a déjà beaucoup vidé la ruche. Et quand elles n'arrivent plus à se retrouver, chez nous il y a beaucoup de bois. Donc les abeilles se perdent encore plus, quoi. Donc voilà, moi j'incrimine ça parce qu'en 2009, tout allait bien. Et le Cruiser Bayer est sorti en 2009. Et en plus, il faut savoir que comme les agriculteurs, bon, c'est pas de leur fait, hein, c'est ce qu'on leur conseille de faire, changent les parcelles tous les 3 ans, et bien maintenant on a un sous-sol hyper patiné avec un joli cocktail de tous les pesticides qui font rémanence dans toutes les plantes. Et à mon avis, c'est de pire en pire. Il y a un petit papé là des dernières qui a mis 8 ruches. C'est un vieux de la vieille. Il avait 8 ruches. Il les traite en plus avec des lanières chimiques. 8 ruches, 8 mortes. Voilà, donc je ne sais pas si ça, c'est le fruit du hasard. Le petit papé, il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Parce que moi, c'est ce qu'on m'a dit. Quand j'ai fait venir la DSV, en 2009, on m'a dit, c'est parce que vous ne savez pas vous occuper de vos ruches. Charmant. Donc je me suis dit, Hélène, tu es un petit peu toute seule sur ce plan-là. Et j'ai essayé de trouver des solutions, de les suivre, de voir sur quoi ils allaient, de voir pourquoi ça baissait par rapport au manque de naissance, par rapport... voilà. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand mes abeilles sont malades, je le sais. Elles suintent, elles ne sont pas belles, elles ne sont pas rondes, elles deviennent plus serrées, plus ternes, et ça, je le sais. Et pour moi, c'est le monde apicole, c'est les syndicats, c'est tous les gens qui œuvrent autour aussi des abeilles, que ce soit les abeilles sauvages et les abeilles d'élevage, qui doivent peut-être pas s'opposer, mais prendre une véritable place dans l'agriculture. Parce que il est carrément anormal que l'agriculture se vante de tant de millions de profits grâce aux butineurs, et puis d'un autre côté, mettre une tonne de pesticides pour nous les flinguer en fin de saison. Voilà, ça c'est une réalité. Alors que si il y avait des vrais cours de biolo, et si les bios étaient profs
à part entière dans les écoles où on forme les agriculteurs pour apprendre vraiment la nature, la complémentarité entre les choses et les autres, pour la respecter vraiment. Hein, on ne peut pas dire que les gens qui balancent des pesticides, qui prennent des graines enrobées et qui font ça juste voilà, pour la rentabilité, ils respectent quoi? Même pas leur porte-monnaie. Et puis un jour, ça leur retombera sur le dos. Voilà. Pour moi, il y a deux choses. Soit l'Europe arrête de gouverner la France en finançant des champs de maïs pour la dénaturer, parce que ce n'est pas la France d'autrefois avec toutes les fleurs qu'il y avait, et on renvoie le maïs aux États-Unis, soit on est capable de faire des îlots d'environ 10 km de circonférence où tous les apiculteurs peuvent mettre leurs ruches, et on pourrait venir les placer en sécurité. Sécurité, qu'on ne nous les pique pas, et qu'en plus elles ne meurent pas. Voilà, moi j'envisage deux solutions. Je ne sais pas laquelle est la plus onéreuse, mais il faut arrêter de subventionner un maïs qui fait autant de mal, qui pompe autant d'eau dans nos nappes phréatiques, qui tue nos abeilles. Bon sang, mais quand est-ce qu'on va réagir par rapport à cette maudite plante? Et on en mange partout. On en mange dans les poissons parce qu'ils sont élevés avec la pulpe de maïs. On en mange dans le beefsteak, on en mange chez les cochons, on en mange chez les moutons. Donc, quand on mange de la viande, on mange du maïs. Les néonicotinoïdes, on en absorbe. Tout ça, il faut arrêter parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a plus dessous, là, non plus sous la terre. L'agriculteur, je vous avais raconté que j'avais fait venir des reines de Ouessant, que j'avais élevé ces ruches-là, qu'elles étaient magnifiques, elles étaient toutes mortes. Et le jeune agriculteur qui était là, il m'a dit « Mais tu comprends, moi, j'ai une problématique, j'ai des taupins, alors je mets du cruseur. Autant de fois qu'il y a des taupins dans ma terre, je mets des cruseurs. » Taupins, ça doit être des chenilles, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, mes ruches, 20 ruches, 20 mortes. Voilà, ça n'a pas fait de plis. Donc voilà, il y a une réelle difficulté. Et l'abeille, quand elle a faim, elle fait 4 km. Donc 4 km, ça fait 8. Et elle va chercher partout. Et trouver 8 km de propre à l'heure actuelle, bah, ça devient vraiment difficile. Oh, le gros mot! Eh bien, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Ben oui, c'est un gros mot parce que ce n'est pas du miel. C'est du sucre, de bas prix. Bah, eux, les industriels, ils ont tout ce qu'il faut, parce que même quand moi je veux faire du beau sucre à mes abeilles, j'ai du mal. Hein, donc mis à bonne température pour faire quelque chose de bien brillant, dans lequel on rajoute des arômes. Et comme les arômes sont souvent plus forts que les vrais goûts, bah, on daube les gens. Le problème, c'est qu'on a tout dénaturé, et puis que les gens ont du mal à s'y retrouver. Pour la beauté, enfin la beauté d'ailleurs. Moi, quand je vois, là, on a une super fête ici à Diges, la fête à la châtaigne. Mais si vous voyez, les choux-fleurs sont énormes et les gens se ruent sur les choux-fleurs énormes. Mais même moi, je vais me ruer sur le petit chou-fleur tout petit. Parce que là, je crois qu'ils n'ont pas compris. Pas compris, voilà. Hein, un gros chou-fleur, c'est pas normal. Il faudrait qu'on essaye de retrouver de la normalité. Tous ces jardins qu'ils font pour réapprendre aux gens à faire des jardins sans traiter, ça c'est des bonnes choses, c'est des bonnes initiatives. Parce qu'il faut que les gens, dans leur esprit, ils déformatent tout ce qu'on a formaté. Ma mère qui est à Pornic me disait un jour, mais Hélène, tu verrais, ils mettent des scaphandriers pour traiter les tomates, pour les calibrer. Pour un problème de calibrage, on mange de la merde. Il faut que les gens refassent attention, il faut que les gens relisent les étiquettes. Moi-même, je me fais encore avoir des fois par ce marketing en me disant « Oh, j'ai ramené un truc qui est à ça !» Ah bah oui, puis mon mari regarde, il dit 2% de ça. Moi, je dis souvent aux gens, quand vous allez en grande surface, n'achetez que les miels de producteurs. Les miels de producteurs, ils sont marqués au fond. Il y a un nom, il y a deux noms quand c'est un grec, mais c'est des miels de producteurs. Parce que même si ces gens-là secouent un peu plus leurs abeilles que d'autres, ça reste des gens qui font une production, qui sont sur le terrain, qui ont quand même la passion, même si des fois on est tous différents, il y en a qui sont plus doux, il y en a qui sont plus brusques, voilà. Mais je pense que tous ceux qui œuvrent pour les abeilles, ils ont la passion. C'est un peuple qui transmet beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, on dit la reine, la reine, la reine. Mais la reine, elle ne fait que pondre. Et elle n'est même pas libre de pondre où elle veut. Elle pond là où on a nettoyé pour qu'elle ponde. Par contre, c'est elle qui donne la force de la colonie. Parce que plus elle pond, plus sa ponte est belle et bonne,
plus la colonie a une force et la colonie va s'en sortir. Elle est précieuse, la reine, comme toutes ces ouvrières, mais elle est précieuse pour ça.